Joe Spiegel, bonjour. Vous publiez avec 4 co-auteurs un livre intitulé « Faire renaître la démocratie vers un nouvel engagement citoyen ». Dans ce titre, en fait, il y a un sous-entendu parce que vous avez mis le re de renaître entre parenthèses. Est-ce que ça veut dire que la démocratie n'est pas encore née? Ça veut dire que si un jour elle a existé, elle est loin d'être aboutie. Et que on voit bien que, au-delà de la crise systémique, crise sociale, crise économique, crise financière, je crois qu'au cœur de cette crise systémique, il y a la crise démocratique. Il y a un déficit démocratique, à la fois par le fait que la représentation est en crise, l'autorité, les institutions, la démocratie régime, qui ne fonctionne plus puisque les gens vont plus voter. Les institutions, ça fonctionne, mais à côté de ça, vous avez tout un déficit à travers la construction démocratique des décisions à prendre ensemble. Puis ensuite, l'autre coup de boutoir, c'est la montée en puissance de l'individualisme privé, sous l'effet de la peur, de l'idée que l'action collective ne joue pas, et du coup il y a un réflexe qui est de plus en plus important, c'est le moi d'abord, tout et tout de suite. Et on voit bien qu'il y a une sorte de compromis entre la morgue au sommet, quel que soit d'ailleurs le responsable, ça peut être un chef d'entreprise, un syndicaliste, un président d'association, un maire, tous ceux qui sont représentants, dans l'idée de dire, au fond, dormez tranquille, je décide pour vous, ou je décide entre nous, puis à la base, les gens qui ne sont jamais associés, qui disent, au fond, il n'y a qu'un faucon. Et là, on est dans une situation assez dramatique, dans ce que j'appelle la démocratie providentielle. Il n'y a qu'un faucon, et puis l'élu se présente avec une promesse qui ne peut pas être tenue, et on arrive à un soupçon généralisé, à une victimisation, à une défiance du politique, un discrédit de la politique, alors qu'en fait, me semble-t-il, l'engagement de la vie publique est quelque chose de noble. C'est quelque chose qui nous permet de grandir personnellement et qui permet la responsabilisation des habitants de l'espace public. Donc il faut sortir d'un schéma qui consiste à dire, au fond, la démocratie se résume à un bulletin de vote. Au contraire, je pense au contraire que la démarche qui permet de construire la réponse est aussi importante que le résultat. Est-ce que la démocratie pourrait aussi commencer tout simplement par une objectivité des élus qui consisterait à ne pas être systématiquement opposé à ce que décident les gens en place? Quand la démocratie se résume à un bulletin de vote, à une démocratie électorale, on n'est pas loin de la petite sœur qui est la démocratie partisane. Au fond, plus les choses sont difficiles, plus on fait semblant d'être clivés par rapport aux différents partis en place. Et du coup, on adopte une attitude que j'appelle la posture politicienne, qui consiste à s'opposer quand on est à l'opposition et qui consiste à dire j'ai raison quand je suis dans la majorité. C'est absolument infantilisant. Et j'ai l'impression que cette dimension a encore de longs jours devant soi. Parce qu'on est dans une sorte de bipartisme, de pouvoir contre pouvoir, d'affrontements stériles, comme si la démocratie c'était juste des affrontements et jamais la capacité de coproduire des compromis dynamiques. Je dis pas des consensus mous descendants, mais des compromis dynamiques. C'est tout le pari que je fais dans ma commune, dans la construction d'un projet, de permettre aux gens d'exprimer leurs rêves, leur indignation et leur engagement. Et c'est la fertilisation de ces 3 attitudes qui permettent de construire un compromis dynamique, c'est-à-dire de passer à un saut qualitatif dans la démocratie, de prendre des décisions parfois courageuses, difficiles, au-delà de cette funeste comédie qu'on voit à la télévision, ou tout simplement à l'occasion des élections démocratiques. On voit bien que le suffrage universel est squatté par, au fond, la conquête du pouvoir. Et cette conquête du pouvoir, le pouvoir sûr prend le pas sur le pouvoir d'eux. Et toute la question est de savoir, est-ce qu'il faut continuer un système où on favorise le pouvoir sûr, dominant, descendant, ou le pouvoir d'eux, c'est-à-dire le service, c'est-à-dire la capacité d'avoir un rapport modeste au pouvoir, la capacité de faire émerger la parole, non pas l'addition des envies, mais de construire du commun. Au fond, c'est ce dont parle Rosan Vallon dans l'égalité démocratique. Être chacun reconnu dans sa parole, singulière. Croire qu'on peut gagner dans la réciprocité des échanges et surtout capable de construire, grandir ensemble en construisant du commun. La capacité de construire du commun. Parce qu'au fond, s'il y a un déficit démocratique, c'est aussi un déficit de citoyenneté. Il y a une vraie rupture dans le rapport au bien commun. Au fond, c'est moi d'abord. C'est l'espace privé n'est plus en lien articulé avec l'espace public. Ce qui fait qu'il y a un divorce dans cette capacité d'être au-delà du quant à soi. Et c'est pour ça que je dis quelque part dans mon livre qu'il y a une dimension qui est de l'impensé démocratique. Au fond, quand on parle de démocratie, tout le monde n'est pas loin de penser que c'est au fond chacun ses envies, un peu de démagogie, c'est facile. Enfin, quand on parle de démocratie en France, c'est quelque chose de facile. En réalité, je dis qu'elle est super exigeante. Il faut qu'elle soit exigeante. Et dans cette exigence, il y a cette dimension verticale que je revendique, y compris en tant que chrétien engagé dans la vie publique, c'est qu'au fond, il y a quelque chose qui nous transcende vers l'avant,
Il s'agit de tirer vers l'avant. La démocratie, c'est pas rester sur des positionnements, c'est tirer vers l'avant et en même temps tirer vers le haut. C'est-à-dire dépasser son quant à soi. Il y a une dimension universelle que Pierre Mendès France a très très bien explicitée, que j'ai mis en lettres d'or avec 4 autres phrases dans la Maison de la citoyenneté, qui dit que dès qu'un citoyen, dès qu'on est dans une dimension universelle, on devient citoyen. C'est-à-dire on ne naît pas citoyen, on le devient. Et c'est le rôle des politiques de faire en sorte que les gens deviennent des copropriétaires et des coproducteurs de l'intérêt général. Est-ce que la démocratie, à la base, c'est pas tout simplement le peuple qui vote pour ses représentants? Ça renvoie à revisiter la question de la délégation. Est-ce que, lorsque les gens votent pour nous, est-ce qu'ils décident à ce que nous votions, est-ce que nous ayons tous les pouvoirs? Est-ce qu'ils décident, est-ce que nous avons le pouvoir de décider de tout? Est-ce qu'ils décident que tout d'un coup, à travers le bulletin de vote, ils se déchargent de leurs responsabilités pour les mettre sur le dos de l'élu? Du coup, au fond, on est dans une sorte d'assistanat civique qui fait la joie d'ailleurs des politiques, qui vous disent dormez tranquille, on fait pour vous. Et donc, on est bien dans la question de la délégation. Moi, je pense que déjà Jean-Jacques Rousseau à l'époque a bien vu la différence entre gouverner et diriger. Diriger, se dire, ok, vous m'avez voté pour moi, dormez tranquille, pendant 5 ans, je fais votre place. C'est assez dramatique puisque ça crée un boulevard d'irresponsabilité. Gouverner, ça veut dire qu'au fond, je suis en charge de mon bateau, mais c'est avec les matelots que je décide vers quelle direction je vais. En d'autres termes, la démocratie construction que je revendique, qui est une démocratie d'élaboration pour mieux décider ensemble, eh bien, c'est des allers-retours construits avec les habitants, régulièrement. C'est le sens de toute la grammaire démocratique que nous avons mise en place à Kingersheim, en disant qu'au fond, il y a 4 niveaux d'exigence où il faut se balader d'un niveau à l'autre en permanence. C'est d'abord informer, pour que les gens comprennent. C'est deuxièmement débattre, réapprendre à débattre en France, réinventer l'agora, le forum romain, débattre. Troisièmement, co-élaborer, coproduire. Et cette dimension manque absolument en France. On a, au fond, en France, lorsque les gens veulent s'exprimer, ils ont soit le silence de l'abstention, soit la révolte dans la rue. Jamais la capacité de coproduire des choses ensemble à travers les conseils participatifs comme chez moi, dans ma commune. Et puis, il y a le dernier niveau de l'implication démocratique, c'est l'implication, l'engagement. Pas seulement l'implication du politique, mais aussi des organisations, mais aussi des personnes. Croyez-vous un seul instant qu'on va changer de paradigme par rapport à la question climatique en prenant des décisions d'en haut, verticalement, en disant on décide que tout d'un coup on va changer les paradigmes climatiques? Pas du tout. C'est l'investissement de tous, à la fois des politiques publiques, des entrepreneurs, des habitants, de leurs attitudes, de leurs comportements. Dans votre livre, vous citez Hannah Arendt, qui dit « Le pouvoir naît quand les hommes travaillent ensemble, il disparaît lorsqu'ils se dispersent ». Ça aussi, ça semble une évidence, mais est-ce que l'application est réellement possible? Parce que il y a le principe et ensuite il y a le fait de dire bon, voilà, travaillons ensemble. Est-ce que c'est possible en France? À condition qu'on réfléchisse un peu plus que par le passé à ce que j'appelle l'ingénierie démocratique. Vous avez des ingénieurs dans tous les domaines de la vie. Vous n'avez pas d'ingénieurs du débat public. C'est-à-dire que vous n'avez pas des personnes qui, aux côtés des maires, sont formées pour que les gens puissent travailler ensemble. Et c'est dans cette perspective que j'ai imaginé, depuis une dizaine d'années, un dispositif qui est la pierre angulaire de la démocratie participation, je préfère parler de démocratie d'élaboration pour mieux décider ensemble, qui s'appelle le conseil participatif. C'est exactement le lieu où le pouvoir, le vrai pouvoir, naît parce qu'on travaille ensemble. Et au sein du conseil participatif, je réunis des gens qui d'habitude s'ignorent et donc s'affrontent parce qu'ils s'ignorent. C'est à la fois les habitants, volontaires ou tirés au sort, c'est les élus, les collaborateurs, c'est les associations, c'est les experts, c'est les partenaires. Et c'est dans la fertilisation de leurs apports que nous essayons de construire des compromis dynamiques. Alors évidemment, ça paraît pas très révolutionnaire ou ça paraît pas très intéressant pour la démocratie électorale puisque au fond, on cherche à construire des compromis dynamiques. Mais le vrai pouvoir, il est là. De la même manière qu'il y a une transition énergétique, nous pensons qu'il faut travailler à une transition démocratique. Alors, on s'adresse pas à un gouvernement aujourd'hui, ni d'hier, ni de demain. Ça s'adresse clairement à l'opinion publique. Est-ce qu'on accepte à ce que les choses continuent ainsi? Et de voir au fond que sur des élections importantes comme les élections municipales et des élections cantonales, vous avez parfois des élus qui sont élus avec moins de 10% d'inscrits, qui posent d'ailleurs la question de la souveraineté populaire. Comment peut-on encore revendiquer de parler au nom du peuple quand on est élu, c'est le cas de tous les conseils généraux, en gros, avec moins de 30% des inscrits? Ça pose quand même un problème. Et donc, il faut vraiment qu'on aille au-delà des mesures, aller sur des fondamentaux.
et c'est le sens de notre livre « Faire renaître la démocratie ». Nous avons quelques propositions concrètes, pas nombreuses, mais qui font système autour de 4 axes. Premier élément, il faut changer de pratique. C'est le chapitre que j'écris au travers d'une haute exigence démocratique. On est exigeant avec tout le monde, avec nos enfants qui sont dans les écoles, avec les ouvriers qui doivent produire mieux, avec les cadres qui doivent trouver de plus en plus d'inventivité, et on ne serait pas exigeant avec ce qui consiste à vivre ensemble, à décider ensemble. On ne serait pas exigeant, on laisserait cette grande commedia dell'arte se développer dans notre pays, et donc il faut changer de pratique. Et je pense que ce changement de pratique doit se faire d'abord au niveau local, c'est le lieu où on peut construire un nouvel âge démocratique. Le deuxième axe, c'est la reconquête de la citoyenneté. Oui, il y a à dire aussi aux habitants que la démocratie, ça les concerne. Ça peut pas être simplement le mois d'aborto et tout de suite. C'est pas seulement son mètre carré devant chez soi. Et en tant que maire, on voit bien les réactions parfois inacceptables d'égoïsme et d'individualisme. Donc la reconquête de la citoyenneté, et c'est en ce sens que nous proposons qu'il y ait 1% du budget qui soit citoyen, des gens qui souhaitent construire un projet. Nous pensons qu'il faut généraliser les journées citoyennes telles que Fabien Jourdan les a mises en place à Bervillers et puis dans l'agglomération, dans nos communes. Je pense qu'il faut généraliser le service civique obligatoire, 6 mois. Chaque Français se donne 6 mois. Et dans les 6 mois, au minimum consacrer 1 semaine dans une université de l'agir public, dans chaque région, c'est ce que je propose, dans chaque région, on crée une université de l'agir public, où il s'agit de réfléchir au bien commun, à la construction du commun, au sens, plutôt qu'on ait des programmes. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Comment fonctionnent les institutions? De la même manière, il faut que dans chaque circonscription, il y ait une maison de la citoyenneté, qu'on ait des ingénieurs de débat public, que des parcours exigeants précèdent la décision. Et puis enfin, 3e chapitre, nous pensons que il faut que l'élu ait le temps d'être un animateur du débat public, être un ouvrier de mieux vivre ensemble. Il ne peut donc pas cumuler. Comment est-ce que vous pouvez expliquer à ce moment-là que depuis le temps qu'on en parle, ça ne soit toujours pas réalisé dans les faits? Parce que je pense qu'on n'a pas eu le courage de réfléchir au rapport au pouvoir. Le pouvoir peut être une passion et peut être aussi un service. Je pense qu'on sous-estime l'importance de la réflexion sur le sens de l'engagement. Et je pense d'ailleurs qu'au début de chaque séquence démocratique, de chaque mandat, on peut imaginer en équipe, avec l'équipe municipale, les conseillers municipaux, mais aussi lorsqu'on se présente aux élections, de se poser la question, au fond, quel est le sens de mon engagement? Et je pense que puisqu'on est humain et qu'on est en permanence dans ce débat entre l'ego et le service, puisque nous-mêmes, souvent, on n'arrive pas à dégager la vertu et à dégager la dimension verticale qu'il nous faut, eh bien, il faut la loi. Je ne crois absolument plus à la révolution du grand soir. Je crois plutôt aux petits matins de doute qui font qu'on travaille dans la transformation en profondeur. Hallo und herzlich willkommen hier auf lorella.de. In diesem Video behandeln wir Reflexion und den Spiegel, also wie ein Spiegel funktioniert. Nun, jeder von uns kennt einen Spiegel. Ihr habt sicher auch schon mal in einen Spiegel geschaut oder beobachtet, wie ein Spiegel, auf den Licht geworfen wird, das reflektiert. Und wir haben jetzt vorhergehend, wie schon mal gesagt, dass Licht gestreut wird an den Objekten und dadurch zum Beispiel der ganze Raum hell wird, weil es in alle Richtungen streut. Jetzt ist beim Spiegel aber genau anders. Ihr habt das vielleicht mal gesehen, das möchte ich zuerst mal ein kleines Experiment euch zeigen. Wir nehmen hier einfach einen handelsüblichen Spiegel und einen Laserpointer. Dieser Laserpointer hat die Farbe Rot. Wenn ich jetzt hier den Spiegel nehme und hier drauf zeige, seht ihr, ist der rote Punkt. Und umso steiler ich den Winkel hier ansetze, umso steiler geht auch der reflektierte Strahl wieder weg. Ihr seht den roten Punkt da. Und die Verbindung von Spiegel zu roten Punkt, das ist der Lichtstrahl. Das heißt, ihr habt gesehen, je nachdem wie ich da einstrahle, ändert sich auch die Reflexion. Nun fangen wir erstmal an, das alles so aufzuschreiben. Wir haben festgestellt, ein Spiegel streut also nur in eine Richtung. Ihr habt gesehen, es gab nur einen Punkt hier oben und nicht mehrere. Also ein Spiegel streut nicht nach allen Seiten. Sondern er reflektiert es in eine bestimmte Richtung.
Und jetzt haben wir vorhin gesehen, die Richtung war davon abhängig, wie wir eingefallen sind. Und wenn man sich das überlegt, wir hatten hier etwa unseren Spiegel und unser rotes Licht fiel hier ein. Wir sagen mal mit einem Winkel, den nennen wir griechisch, also Alpha. Dann haben wir gesehen, umso steiler ich das angestellt habe, umso steiler ist auch der Winkel oben rausgegangen. Und man kann es im Experiment nachweisen. Der Einfallswinkel ist der gleiche wie der Ausfallswinkel. Also wir nennen Alpha Einfallswinkel weil das Licht da einfällt und Beta den Ausfallswinkel. Und es gilt immer, naja, Alpha gleich Beta. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Das kennt manch einer vielleicht, der von euch zum Beispiel Billard spielt oder mit Murmeln spielt oder sonst was. Wenn ihr eine Murmel oder eine Billardkugel an die Wand schießt, geht die auch mit dem gleichen Winkel wieder von der Wand weg. Auch da gilt Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, solange die Kugel nicht angedreht ist. So, und jetzt überlegen wir uns mal mit dem Spiegelbild genauer, was passiert, wenn ich in den Spiegel schaue, weil ich sehe ja, wenn ich in den Spiegel schaue und also die Kamera wäre der Spiegel, dann sehe ich Dinge, die neben mir sind, das heißt, ich sehe mich selber. Wie kann das sein? Also überlegen wir uns das einmal. Wir nehmen einfach wieder einen Spiegel. Das sei unser Spiegel. Nun nehmen wir einen Lichtpunkt, also zum Beispiel unseren roten Laser, und setzen den mal hier hin. L für Lichtpunkt. Der strahlt natürlich. Wir überlegen uns das mal. Gucken wir uns einfach mal an, was passiert. Sei es so, dass es genau hier drauf strahlt. Nun, es wird natürlich Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, also 90 Grad und 90 Grad. Das heißt, es kommt genau wieder zurück. Der Strahl würde zurückkommen. Jetzt überlegen wir uns mal, sei hier unser Auge. Das heißt, dieses Licht können wir gar nicht wahrnehmen. Es trifft ja gar nicht zu unserem Auge. Wir können es also nur dann wahrnehmen, wenn das genau so stimmt, dass der Einfallswinkel der Ausfallswinkel ist und dabei der ausfallende Strahl in unser Auge trifft. So, Alpha und Beta. So, diesen Teil können wir jetzt eigentlich wahrnehmen, dieses Licht. Also es kommt von hier, geht an den Spiegel, wird reflektiert und trifft bei uns ins Auge ein. Unser Hirn sagt uns aber, Licht breitet sich geradlinig aus. Das heißt, was wir sehen ist, genau diese Verlängerung. Wir wissen zwar, wie weit das Licht unterwegs war, aber wir wissen nicht, in welche Richtung. Also wir haben den Knick nicht drin. Das heißt, uns wird vorgegaukelt, das Licht käme von hier. Das heißt, was wir sehen, ist eigentlich L'. Wir glauben, unsere Lichtquelle wäre hier hinten gewesen. Was natürlich nicht wahr, sie war eigentlich genau neben uns. Aber das kennt ihr schaut in den Spiegel und denkt, ihr steht euch selber gegenüber oder das Zeug, das nebendran steht, steht weiter weg. Das stimmt natürlich nicht, das ist genau das hier. Und wenn ihr jetzt noch einen weiteren Punkt, also hier ein neues A, einfügt, das sei jetzt ein anderer Beobachter, der in denselben Spiegel blickt, können wir was feststellen, und zwar das Licht, das wir da treffen, das wir da sehen, der Lichtstrahl, der da ins Auge trifft, wäre der hier. Auch den kann ich wieder verlängern. Und es ist genau der gleiche Punkt. Also egal wie ihr da in den Spiegel reinschaut, ihr habt immer das Gefühl, ihr seht an der gleichen Stelle die Lichtquelle, die wir eigentlich gar nicht haben. Ihr könnt da einfach mal ein bisschen rumprobieren, noch ein paar andere Positionen versuchen. Ihr werdet feststellen, es kommt immer auf dieses L' raus. Danke.